Ils auraient pu te tuer. Et là, je sais pas s'il essaie de me planter. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo que j'aurais préféré sincèrement ne pas faire. Mais plus j'en parle autour de moi et plus on me conseille d'en parler pour faire de la prévention et mettre en garde ceux qui veulent visiter cet incroyable pays qu'est l'Argentine. Je vous remets dans le contexte, j'ai passé 33 jours en Argentine et 99,9% de mon voyage a été fabuleux. C'est vraiment ce que je veux qu'on retienne de mon témoignage du jour. Malheureusement, et si je fais cette vidéo négative, c'est qu'il s'est aussi passé quelque chose de très grave sur place. J'ai passé une très grosse partie de mon séjour sur les villes de Mendoza et San Luis, dans les provinces des mêmes noms. Ça faisait environ 20 jours que j'étais en Argentine et environ 10 jours que j'étais à Mendoza. Hébergé chez une amie argentine qui travaillait le matin, ce qui me laissait le temps d'aller découvrir le centre-ville, les monuments, les marchés, etc. jusqu'à 14-15 heures. C'était parfait pour moi parce que je marche beaucoup et je cours un jour sur deux. Ça faisait je crois 4 fois que je courais dans le centre-ville et dans le parc, là où tout le monde court, et j'avais envie de découvrir un petit peu plus les alentours de la ville. Donc ce lundi 10 juin, aux alentours de midi, je contourne le parc et suis un chemin indiqué avec des panneaux de circuit touristique en direction des montagnes. Je me disais que ça me permettrait de faire une boucle pour découvrir des vues incroyables dans les hauteurs de la ville. Et ça faisait le bon nombre de kilomètres pour mon run du jour. Il n'y a littéralement rien aux alentours que des chemins et des routes en direction des montagnes. Ça monte sévère et il commence à faire vraiment chaud. Le chemin arrive à une petite zone habitée. D'abord des maisons individuelles plutôt sympas, puis ensuite un barrio, une sorte de lotissement. Plus je m'approche, plus je découvre la pauvreté des lieux. Des toits en tôle posés par-ci par-là, des enfants en train de jouer dans la rue alors qu'il est 13-14 heures. Mais je salue les quelques personnes que je croise en continuant mon chemin sans m'arrêter. Et traverse sur 500 mètres environ avec ce que je vais tout simplement appeler un bidonville sur ma droite. Je retrouve le chemin touristique et il n'y a plus rien d'autre à l'horizon qu'un chemin qui monte en direction des montagnes. Je ne compte pas les kilomètres mais ça commence à vraiment faire long. Et je m'éloigne en ligne droite du centre-ville, là où je dois retourner. Et c'est là où je me rends compte sur Google Maps qu'en fait c'est pas du tout une boucle. Donc il faudra que je fasse demi-tour et que je repasse par les endroits que j'ai déjà empruntés. Ce qui ne m'enchantait pas tellement, mais soit. Donc je m'arrête où je suis, la vue est absolument incroyable. On doit être entre 1500 et 2000 mètres d'altitude, donc les vues sont fabuleuses. Le panorama est splendide. Je fais donc demi-tour, je redescends en direction de la ville. Et à ce moment-là, toujours personne à l'horizon. Je retraverse le bidonville, en cachant mon téléphone dans la poche, en enlevant mes AirPods. Il est 14h40 et il y a vraiment beaucoup plus de monde que lorsque j'y suis passé la première fois. Bien dépassé depuis 500 mètres, je remets mes AirPods, je me remets sur mon téléphone dans ma bulle. Et c'est vraiment quelques minutes après que le drame se déroule. Je suis en train de changer de podcast ou de musique et je sens quelque chose qui me bouscule l'épaule droite et je vois une main qui essaie de m'arracher le téléphone de ma main droite mais qui échoue. Je relève la tête et je vois un scooter avec 2 mecs dessus qui me dépassent sur la droite et qui s'arrêtent 5 mètres plus loin. 2 mecs qui portent un casque de scooter et qui ont un foulard qui remonte jusque là. Donc je ne vois concrètement que leurs yeux. Tout se passe très vite, probablement moins de 15 secondes, mais je vais essayer d'être le plus fidèle à la scène. Celui de derrière saute du scooter et court vers moi couteau à la main, une lame d'au moins 10-15 cm. Je regarde directement à gauche pour voir si je peux fuir, mais le terrain rend la fuite impossible. Il y a littéralement rien autour. Et on est à au moins 3-4 km du parc, où il y a les policiers tous les 500 mètres. Pendant que le premier me court dessus, je regarde le deuxième gars, le conducteur, qui est lui en train de fouiller au niveau de sa ceinture. Tout se passe très vite dans ma tête, mais je comprends rapidement qu'il faut juste que je trouve comment m'en sortir vivant. Directement me viennent en tête ces podcasts de mecs que j'écoute, des combattants professionnels, des anciens du GIGN, etc., qui te disent de ne jamais faire le malin dans ces situations, et de toujours collaborer. Et que c'est toujours une question de rapport de qui a le plus à perdre. Et moi, à ce moment-là, j'ai tout à perdre. Ma vie est top, je suis en vacances de l'autre côté de la planète, un avenir radieux devant moi, et eux, ils n'ont rien à perdre. En plus de sûrement avoir l'habitude de commettre ces agressions. Voilà ce qui se passe littéralement en 3 secondes dans ma tête. Et c'est là que ça aurait vraiment pu mal tourner. Avec le premier gars qui courait vers moi, couteau en main. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui s'il a essayé de me planter et que j'ai esquivé le coup, ou s'il a juste voulu me faire peur en me faisant sentir la lame du couteau sur les côtes. Mais je sais qu'il m'a touché avec le bord de la lame et pas avec la pointe. Dans tous les cas, j'ai reculé et donné ce que j'avais dans les poches, au mec qui était juste en face de moi. iPhone, AirPods, carte bleue et un petit peu de pesos. Et pendant que je suis en train de partir, il se remet devant moi, me remonte le couteau et il me fixe dans les yeux en me disant zapatillas, chaussures en espagnol avec l'accent argentin. Bref, il voulait vraiment me prendre tout ce qui avait de la valeur sur moi. Je peux enfin partir, dépouillé, en chaussettes, sur un chemin en terre, mais grâce à Dieu en bonne santé et sans aucune séquelle. Ses 2 bras cassés parce qu'on est loin de parler de grand banditisme et qui avait probablement entre 15 et 20 ans, se casse la gueule en scooter en repartant, en direction du bidonville de là où il venait, pendant que moi je repartais direction le centre-ville. À ce moment-là, je suis à au moins 4-5 km de l'endroit où je dors, et les routes sont dans un état catastrophique.
Je vois une moto qui passe, mais c'est un jeune, donc dans le doute, je le laisse passer. Puis arrive une voiture, je vois que c'est un ancien, et il a un chapelet sur le rétroviseur central. Donc je l'arrête pour lui demander s'il peut me ramener en centre-ville. C'est pas du tout sur son chemin, mais il me dit qu'il peut faire ce gros détour pour me ramener à l'endroit exact où je dors, alors que je lui ai rien expliqué de la situation. Il me pose des questions sur la France, me dit qu'il adore notre pays comme l'énorme majorité des Argentins. Bref, on traverse le parc, il me ramène à la maison, je lui demande d'attendre 2 minutes en bas, juste le temps de lui ramener un petit cadeau pour le remercier. D'ailleurs, il n'y a aucune possibilité qu'il tombe sur cette vidéo, mais merci beaucoup Julio pour cette aide grandement appréciée. Entre temps, j'ai expliqué en 30 secondes ce qui s'est passé à mon ami qui m'hébergeait à Mendoza. J'enfile d'autres chaussures et on part au poste de police avec mon Mac qui est synchronisé à mon iPhone et qui permet donc de le localiser. À peine arrivé au poste, je comprends que ça va être long. En quelques mots, 4 heures d'attente au total et 2 interlocuteurs qui n'en avaient rien à foutre. Juste là pour remplir des formulaires. Ou d'ailleurs, il réussit l'exploit, avec mon passeport en main, de se tromper dans ma date de naissance, ma ville de naissance et mon numéro de passeport. Incroyable, mais bref. Globalement, je donne tous les détails de l'agression. Et je comprends que c'est quelque chose d'ultra courant ici qui se passe littéralement tous les jours. Je retiens quand même une phrase de la bouche de l'agent que j'aurais du mal à oublier un jour et que je vous partagerai en fin de vidéo. Agression à 14h45, je suis au poste à 15h20 et il m'envoie enfin 2 policiers terrain qui, eux, pour le coup, avaient l'air très compétents alors qu'il est 19h passé. Ils ont pris le temps de lire exactement ce qui s'est passé, prennent le temps de nous expliquer en détail le plan d'action qu'ils vont mettre en place, sachant qu'ils vont se déplacer sur le lieu en question. Malheureusement, on parle de rues qui sont vraiment très mal référencées sur les cartes en ligne, aussi bien du côté d'Apple que de Google Maps. Donc même si le point est précis, il est à cheval sur au moins 4-5 habitations, ce qui complique la chose. Ils y vont quand même et nous tiennent au courant sur WhatsApp en temps réel, que je puisse leur dire si le point a bougé et émettre un son sur l'iPhone depuis mon Mac, lorsqu'ils seront arrivés à proximité. Malheureusement, ça donne rien et il commence à faire nuit car nous sommes au début de l'hiver, là-bas au mois de juin. Ils reviennent donc au poste, nous disent qu'ils réessayeront peut-être le lendemain, donc on reste en contact sur WhatsApp. Mon iPhone bouge, rebouge, rebouge, jusqu'à sa destination finale qui est une sorte de galerie marchande en plein centre-ville, très craignos, et où les policiers ne sont pas les bienvenus. Et c'est là qu'on perd le contact de l'iPhone, probablement revendu en pièces détachées, parce que tout était bloqué et verrouillé dessus. Modus operandi classique de leur côté, 100% des téléphones vendus de seconde main ont été volés aux touristes, selon les dires d'un commerçant qui vendait des téléphones neufs 2-3 rues plus loin. Je comprends que c'est mort, je le récupérerai pas, sachant que c'était mon moyen de paiement privilégié pour payer en sans contact en pesos argentins, et qu'ils m'ont aussi volé ma carte bleue qui était liée, pour laquelle j'ai réussi à faire opposition par téléphone dans mes longues heures d'attente au poste. J'avais tout parfaitement sécurisé avec N26, meilleure banque à avoir pour l'Argentine. Heureusement, ils n'ont pas pu me prendre le moindre centime. Évidemment, ça a compliqué beaucoup de choses pour mes 8 derniers jours en Argentine, sans téléphone parce que j'avais presque plus de cash, et qu'ils voulaient de toute façon me faire un tarif touriste pigeon, plus de 400 € pour le moindre téléphone un peu récent, de seconde main, et de toute façon, je ne voulais pas financer cet écosystème dont j'avais été moi-même la victime. J'ai réussi à trouver toutes les solutions par moi-même pour vivre en Argentine jusqu'au 18 juin au soir, date et heure de mon vol retour en partance de Buenos Aires. Hôtel, logistique, nourriture, visite, etc. etc. Un énorme merci aux 2 Françaises qui m'ont grandement aidé sur place, que j'ai rencontrées à l'Alliance Française de Mendoza et au consulat de Buenos Aires. Quand l'ambassade et le consulat en avaient rien à foutre de ma situation, les compatriotes, eux, ont été là pour m'aider. Elles ont compris rapidement les galères dans lesquelles j'étais et ont pris le temps de m'aider, alors merci à elles deux. Alors qu'est-ce que je retiens de cette journée? Avant de vous partager ce que je retiens, je vous fais une petite annonce ici. Je lance au même moment que la sortie de cette vidéo sur YouTube, une chaîne qui parle de l'Argentine, mais cette fois-ci sur tous les points positifs. Culture, nourriture, paysage, plein d'anecdotes, sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Alors rejoignez-moi là-bas également. Ce que je retiens de cette journée, si je suis parti là-bas seul et autant de temps, c'était pour découvrir la réalité du pays. Et la réalité du pays est aussi une part non négligeable de criminalité due à la pauvreté, qui est elle-même due aux 70 ans de socialisme quasiment ininterrompu dans le pays et de dictatures militaires qui n'ont pas aidé. Malheureusement, je pense que l'Argentine aujourd'hui est l'avenir de la France. Et ça ne sert à rien de fermer les yeux dessus, de faire comme si ça n'existait pas. Sachant pour le coup qu'il y a déjà aujourd'hui en France des zones de non-droit comme celle où j'ai mis les pieds à Mendoza. Je retiens aussi que lors des quelques minutes qui ont suivi l'agression, j'ai eu ce sentiment d'être vidé, de ne plus rien avoir. Mais quelques minutes après, j'étais à la maison, sain et sauf, et cette histoire était déjà quasiment de l'histoire ancienne. Il faut dire qu'en traversant en voiture le parc et en voyant au moins une quinzaine ou vingtaine
centaines de SDF dormant sur les bancs publics, ça permet de relativiser très rapidement. Eux qui auraient donné tout ce qu'ils avaient pour avoir mes problèmes du moment, qui étaient temporaires et au final pas si graves. La réalité, c'est que je me projetais déjà 8 jours plus tard, de retour en France, avec ma famille que j'aime et qui m'aime, mes amis, mes business qui me permettent de bien vivre, et tout le matériel récupéré pour à peine quelques centaines d'euros, qui moi ne changeront absolument rien à ma vie, mais qui pour eux, qui ont probablement récupéré entre 300 et 500 euros de mes affaires, changent littéralement la vie de leur famille pour les semaines, voire les mois à venir. Et le soir venu, je suis allé prier dans une église à Mendoza pour que ces deux hommes reviennent dans le droit chemin, et pour que leur nouveau président apporte la prospérité économique à ce fabuleux pays qu'est l'Argentine, libère son peuple du socialisme, et donc de la corruption, du vol et de la pauvreté. Dans tous les cas, je prends 100% de la responsabilité de ce qui s'est passé. J'aurais dû comprendre que ce n'était pas un endroit où j'aurais dû être à l'instant T. J'ai baissé ma vigilance et j'ai découvert à mes dépens le mauvais côté de l'Amérique latine. Je terminerai cette vidéo avec 2 phrases que m'ont partagé un agent administratif et un policier au commissariat. Toi, tu es né en Europe avec le rêve américain, l'envie de faire le tour du monde, de devenir millionnaire. Eux, ils sont nés dans ce bidonville et leur seul rêve, c'est d'être en vie la semaine prochaine, parce que ça voudra dire qu'ils ont réussi à trouver de quoi manger et qu'ils ne seront pas morts dans un règlement de compte. Et croyez-moi, c'est sûr que ça aussi, ça permet de relativiser. Et la deuxième phrase du policier, si tu avais essayé de fuir, il t'aurait tiré dans le dos et jeté ton corps dans les montagnes. Grâce à Dieu, tu es en vie et tu vas rentrer en bonne santé dans ton pays. Oui, et c'est le plus important. Et dans l'émotion, je n'ai pas fait de fin de vidéo, mais merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Tout ceci est maintenant que de l'histoire ancienne, je suis largement passé à autre chose. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on se retrouve sur en.argentine, sur vos réseaux sociaux préférés, pour plus de contenu sur l'Argentine, repartir sur des ondes positives, et que je vous partage mon amour pour ce pays. Et parce qu'il faut qu'on parle de ça, mais aussi de ça, et bien évidemment de ça. Alors à très vite, ciao.